Bonjour, je m'adresse aux étudiants de l'option physiologie-pharmacologie, plus précisément ceux inscrits dans le module de neurobiologie des adaptations. Tout d'abord, je vous donne un aperçu sur l'organisation de l'enseignement des cours. L'objectif principal de cet enseignement est de vous aider à comprendre les mécanismes neurobiologiques et endocriniens qui sont à la base de l'adaptation des organismes aux fluctuations des facteurs de l'environnement. Pour cela, nous allons explorer la plasticité des systèmes neuro-endocriniens face à différentes situations environnementales, et ceci via des approches morphofonctionnelles, notamment en utilisant des techniques d'immunocytochimie et d'hybridation in situ qui seront abordées dans les cours, les TD et les TP. Aussi, dans ce module, on aura l'occasion de voir l'importance de la synchronisation des rythmes endogènes avec les cycles naturels de l'environnement et comprendre les mécanismes neurobiologiques qui permettent aux mammifères de s'adapter aux cycles jour-nuit ainsi qu'aux saisons. Le cours comporte deux parties principales. Vous avez deux sections sur la plateforme Moodle, la section 1 me concernant et la section 2 relative à l'enseignement dispensé par ma collègue, la professeure Magui. Concernant le plan de mon cours, le premier chapitre sera consacré à quelques notions de base sur le système nerveux, donc des rappels sur l'organisation anatomique du système nerveux, en insistant sur les principaux centres des régulations neuro-endocriniennes, notamment l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'hypothalamus neuro-endocrine, ainsi que les noyaux suprachiasmatiques. Le deuxième chapitre est relatif à la neurobiologie des rythmes. On définira ce que sont les rythmes biologiques. On essayera de comprendre les mécanismes neurobiologiques à la base de la rythmicité circadienne et de la rythmicité saisonnière. Les objectifs de cette première séance de cours sont donc des rappels sur l'organisation anatomique du système nerveux en évoquant brièvement le rôle fonctionnel des grandes structures cérébrales. Et à la fin de cette séance, on va voir quelques éléments de protection du système nerveux central. Concernant les divisions du système nerveux, d'abord, comme vous le savez, le système nerveux comporte deux grands systèmes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est composé par l'encéphale, cerveau transcérébral cervelet logé dans la boîte crânienne et la moelle épinière dans la colonne vertébrale, donc c'est le système nerveux central. Le système nerveux périphérique est composé par des nerfs qui prennent naissance dans le système nerveux central et qui innervent les différentes parties du corps humain. Dans cette première séance de cours, on va suivre l'architecture suivante. Nous avons d'une part le système nerveux central, le système nerveux périphérique. On va voir les deux éléments qui composent le système nerveux central, l'encéphale avec ses différentes composantes, les hémisphères cérébraux, le diencéphale, le tronc cérébral, le cervelet et la moelle épinière. Par la suite, on va voir quelques rappels sur le système nerveux périphérique avec les nerfs qui composent ce système, notamment les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens, ou ce qu'on appelle encore les nerfs spinaux. À savoir que dans ces nerfs, il y a deux voies. Une voie sensorielle afférente qui contient des fibres afférentes acheminant les informations sensitives des récepteurs vers les centres supérieurs, et une voie efférente avec des fibres nerveuses motrices qui acheminent les informations motrices des centres nerveux supérieurs vers les organes effecteurs. Ces organes effecteurs peuvent être des muscles squelettiques réalisant des mouvements volontaires, on parle du système nerveux somatique,
ou des muscles lisses, comme par exemple le muscle cardiaque, l'appareil digestif, les poumons, ou aussi des glandes. Et dans ce cas, on parle du système nerveux autonome ou végétatif. Le système nerveux autonome se subdivise en deux grands systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique qui joue des rôles très importants, parfois antagonistes, et qui régulent de nombreuses fonctions physiologiques, comme vous l'avez vu déjà dans le module en S5 de physiologie des grandes fonctions. Alors, l'encéphale, comme premier élément du système nerveux central, est composé de 4 grandes régions, les hémisphères cérébraux, le diencéphale, le tronc cérébral et le cervelet. Notons qu'il y a 2 hémisphères cérébraux, l'hémisphère cérébral droit et gauche. Lorsqu'on fait une coupe longitudinale du cerveau humain, on peut voir ici une vue de profil, et comme on peut le remarquer, les hémisphères cérébraux occupent une grande place dans la boîte crânienne. La région du diencéphale est composée par le thalamus, l'hypothalamus et l'épiphyse ou la glande pinéale. Ils sont cachés, ils sont au centre du cerveau. Ensuite, il y a le tronc cérébral sur lequel repose le cerveau et qui contient 3 régions, le mésencéphale, la protubérance et le bulbe rachidien. Et comme 4e élément, il y a le cervelet, logé sous le lobe postérieur du cerveau, donc, et qui est caché par le lobe occipital du cerveau chez l'homme. Sur une coupe longitudinale du cerveau des rongeurs, on peut remarquer ici chez le rat blanc que l'allure du cerveau change, et ceci est en relation avec la position quadrupède de l'animal. Mais on retrouve les différents éléments de l'encéphale, donc les hémisphères cérébraux qui occupent une grande place dans la boîte crânienne. Le diencéphale composé par le thalamus, l'hypothalamus et la glande pinéale. Remarquez ici que la pinéale elle est superficielle chez les rongeurs, et on verra en TP1 ceci en détail. Le tronc cérébral sous le cervelet, donc composé des 3 grandes régions, et puis vous avez le cerebellum en anglais, donc c'est le cervelet, et par la suite, donc le tronc cérébral continue par la moelle épinière. Donc, comme on vient de le signaler, les hémisphères cérébraux constituent les structures les plus volumineuses de l'encéphale. Ils occupent plus de 80% de sa masse. Ici, une photo du cerveau humain avec l'enveloppe arachnoïde encore en place. Remarquons la forte vascularisation du cerveau et la densité des veines cérébrales, ce qui est en relation avec les différentes tâches complexes qu'exerce le cerveau, car ceci nécessite un apport élevé en oxygène. On note sur cette photo aussi les lobes du cerveau, avec un lobe frontal dans la partie antérieure du cerveau, un lobe pariétal vers le haut, dans la région dorsale, le lobe occipital dans la région postérieure et le lobe temporal sur le côté. Lorsqu'on enlève les méninges du cerveau, on remarque que les hémisphères cérébraux présentent un tissu très plissé. Donc les hémisphères cérébraux présentent plusieurs circonvolutions, plusieurs plis, séparés par des fissures qui parfois sont superficielles, parfois sont très profondes. On peut le voir sur ce schéma. Par exemple, la scissure de Sylvius est une fissure assez profonde séparant le lobe temporal du lobe frontal. Le sillon de Rolando est une fissure moins profonde séparant l'avant du lobe pariétal du lobe frontal.
Les lobes du cerveau frontal, pariétal, temporel sont souvent utilisés pour désigner les emplacements et les fonctions des aires corticales. Par exemple, on peut trouver ici les aires motrices, ils sont situés plus vers le lobe frontal. L'aire de projection somatosensorielle est située au début du lobe pariétal. L'aire visuelle, elle est située dans le lobe occipital. Et l'aire de projection auditive, elle est située dans le lobe temporal. Sur le plan fonctionnel, ces aires corticales traitent plusieurs informations relayées par la moelle épinière ou directement par les nerfs crâniens. Si on fait une petite coupe au niveau de l'hémisphère cérébral, comme on peut le voir, on note le tissu cérébral présente deux couleurs différentes, de la substance blanche à l'intérieur et de la matière grise à l'extérieur. Ici donc une coupe au niveau d'un fragment de l'hémisphère cérébral. Alors remarquons la couche la plus superficielle, c'est le cortex cérébral. C'est une mince couche de 2 à 4 mm d'épaisseur qui forme la surface des hémisphères. Le cortex cérébral est gris, donc il contient des corps cellulaires, les corps cellulaires des neurones, et qui jouent des rôles très importants dans les processus mentaux supérieurs comme la perception, la mémoire, la conscience, et vous avez vu beaucoup d'exemples dans la physiologie sensorielle en ESSEC. La substance blanche à l'intérieur des hémisphères cérébraux est faite d'axones myélinisés. Les fibres nerveuses sont aussi appelées des neurofibres. Elles assurent la communication entre toutes les régions de l'encéphale et aussi entre l'hémisphère cérébral droit et l'hémisphère cérébral gauche. Lorsqu'on fait une coupe transversale au niveau du cerveau, il faut savoir que l'architecture du cerveau est très complexe à l'intérieur et on peut trouver des structures tout à fait différentes selon le niveau de coupe. Donc si on coupe dans la partie antérieure, on ne tombe pas sur les mêmes régions comme si on fait la coupe dans la partie postérieure. Alors ici, une coupe transversale passant à ce niveau-là, donc dans la partie antérieure du cerveau. Remarquons l'allure circulaire de la coupe avec une symétrie bilatérale. Donc ce qu'on trouve dans l'hémisphère cérébral droit, on le retrouve dans l'hémisphère cérébral gauche. Les deux hémisphères sont séparés par la fissure longitudinale. Alors, ce qui est essentiel dans cette diapositive, c'est de reconnaître surtout les grandes structures cérébrales et non la légende des différents éléments. Donc, on peut juste voir un petit peu les principaux éléments qu'il faut reconnaître dans cette coupe. On a donc ici la partie superficielle, donc on peut parler ici de cortex cérébral, la matière grise, donc la couche mince dont on vient de parler, donc le cortex cérébral qui présente beaucoup de circonvolutions. La fissure longitudinale qui sépare l'hémisphère cérébral droit-gauche. Plus en bas, on peut voir ici de la matière blanche. Donc, ce sont des neurofibres commissurales qui relient l'hémisphère cérébral droit avec l'hémisphère cérébral gauche. On parle de corps calleux. Remarquons à l'intérieur du cerveau, on note la présence de plusieurs des cavités. Ici, les cavités qu'on appelle des ventricules. Ici, les deux ventricules latéraux avec le troisième ventricule. Ces ventricules sont remplis in vivo par le liquide céphalorachidien. On va voir la circulation du liquide céphalorachidien tout à l'heure. Alors, juste en dessous, on peut trouver là la région du thalamus. Et en dessous du thalamus, il y a l'hypothalamus. Ce qui est intéressant à voir dans cette courbe, c'est qu'au sein de la substance blanche, au niveau des hémisphères cérébraux, on peut avoir des noyaux, des regroupements de corps cellulaires
Ici, par exemple, il s'agit des noyaux gris centraux qui forment des amas, des regroupements de corps cellulaires riches en dopamine. Donc, ces noyaux gris centraux sont très riches en dopamine et ils jouent un rôle très important dans la régulation motrice. En effet, la dégénérescence des neurones dopaminergiques à ce niveau est responsable de la maladie de Parkinson reconnue chez les personnes âgées. Le deuxième élément de l'encéphale, c'est le diencéphale. Alors, composé des trois éléments, le thalamus, l'hypothalamus et l'épiphyse. Le thalamus, se trouvant au centre du cerveau, constitue le principal relais des informations sensorielles. En effet, il contient plusieurs noyaux, des noyaux spécifiques, des noyaux non spécifiques et des noyaux diffus. Et il joue un rôle très important dans l'acheminement des informations sensorielles qui viennent de la moelle épinière et qui montent vers le cortex. L'hypothalamus en dessous est une structure cérébrale très importante, ayant plusieurs rôles fonctionnels. Comme on l'a vu en S5, dans la thermorégulation, c'est le thermostat du corps. Il permet de réguler le point de consigne à 37 degrés. C'est un centre de régulation très important pour toutes les fonctions physiologiques. Du fait de sa position tout près de la tige pituitaire et de la glande hypophysaire, il joue un rôle très important avec le système endocrinien. Il intervient, et comme on va le voir dans le chapitre 2, dans les rythmes biologiques. Il a plusieurs autres rôles dans les comportements. On verra dans un TD son importance dans la régulation du comportement alimentaire et aussi sexuel. Le dernier élément du diencéphale, c'est l'épiphyse, l'épithalamus, ou ce qu'on appelle aussi la glande pinéale. C'est cette petite glande logée ici, très cachée chez l'homme, mais chez les rongeurs, comme on l'a vu, elle est superficielle. C'est le site principal de la mélatonine, une hormone qui joue un rôle très important dans les rythmes biologiques. Le tronc cérébral est aussi un élément de l'encéphale très important. En noir, donc c'est lui qui généralement relie le cerveau à la moelle épinière. Il est divisé en trois grandes parties: le mésencéphale, la protubérance, ou ce qu'on appelle le pont de Warhol, qui est un enflement du tronc cérébral, et le bulbe rachidien. Sur le plan fonctionnel, le tronc cérébral renforme des centres de régulation involontaire et automatique nécessaires à la survie de l'organisme. En fait, il contient plusieurs noyaux qui sont responsables de la régulation des fonctions vitales comme la respiration, le système cardiovasculaire, etc. Aussi, c'est une voie de passage des influx sensitifs et moteurs entre le cerveau et la moelle épinière. On peut constater aussi un croisement, donc les faisceaux qui sont moteurs et sensitifs se croisent à son niveau. Les faisceaux moteurs et sensitifs de la moelle épinière se croisent à son niveau, ce qui explique pourquoi la partie droite du cerveau contrôle les parties gauches du corps et vice-versa. Nous allons voir aussi que de ce tronc cérébral, plusieurs nez crâniennes prennent naissance et innervent plusieurs parties du corps. Le cervelet, comme dernier élément de l'encéphale, est la deuxième structure la plus volumineuse de l'encéphale. C'est une excroissance située sous le lobe occipital du cerveau, en arrière du tronc cérébral. Il est constitué de deux hémisphères, ce qu'on appelle les hémisphères cérébelleux, réunis par un pont, le vermis. Sa surface est parcourue par des petites circonvolutions. Et comme pour les hémisphères cérébraux, on note
que la substance grise se trouve à l'extérieur, à la surface, tandis que la substance blanche, elle est plus en profondeur. Du point de vue fonctionnel, le cervelet joue un rôle très important dans la motricité. Il prend en charge la coordination de l'ensemble des mouvements du corps, il assure l'équilibre. Il assure aussi que les mouvements soient harmonieux, coordonnés et très précis. Avant de passer à la moelle épinière, il est important de noter deux systèmes importants dans l'encéphale, ce qu'on appelle le système limbique et le système réticulé. En effet, on entend par système un ensemble de noyaux qui peuvent être situés dans plusieurs régions, mais qui interviennent dans une même tâche. Donc, par exemple, ici, le système limbique, en noir, donc, pour repérer sa position anatomique. Il est composé de plusieurs régions des hémisphères cérébraux. Donc, nous avons ici plusieurs éléments des hémisphères cérébraux et aussi du diencéphale. Donc, on note ici le noyau amygdalien. Une structure, l'hippocampe, qui ressemble à l'hippocampe marin et qui relie ces structures nerveuses via le fornix à l'hypothalamus. L'hypothalamus relié à la glande pituitaire. L'ensemble de ces éléments jouent des rôles communs et interviennent dans les processus, par exemple, de la mémoire. Le cerveau limbique, le système limbique est considéré comme étant le cerveau émotionnel ou affectif de l'individu. Le système réticulé ou la formation réticulée est une formation logée dans le tronc cérébral, donc elle est assez allongée au niveau du tronc cérébral, elle contient plusieurs noyaux. Elle joue un rôle très important dans les activités somatiques et végétatives, donc c'est un centre régulateur de l'activité motrice en régulant la transmission synaptique. Sur le plan sensitif et sensoriel, la substance réticulée est aussi activatrice des perceptions. Elle joue un rôle dans l'amplification des sensations qui arrivent au thalamus et par la suite au cortex. Dans la transmission de la douleur, la formation réticulée contient plusieurs noyaux contrôlant la douleur. Et sur le plan psychique, elle agit aussi sur la vigilance et les mécanismes de sommeil. Donc c'est une zone très sensible. Elle est responsable des états comateux et des traumatismes crâniens. Le deuxième élément du système nerveux central, c'est la moelle épinière. C'est un cordon blanc d'environ 42 cm, de largeur à peu près 2 cm. Elle prolonge le tronc cérébral, donc c'est la continuité du tronc cérébral. Donc nous avons le bulbe rachidien, la moelle épinière, qui descend dans le canal vertébral et s'étend de la première vertèbre cervicale jusqu'au niveau de la 12e vertèbre dorsale. Alors elle est considérée comme une autoroute de l'information parce qu'elle fait acheminer les influx nerveux moteurs qui proviennent du cerveau vers les organes effecteurs du corps via les faisceaux descendants. Elle permet aussi d'acheminer les influx sensitifs qui sont initiés par les récepteurs et qui sont relayés via les faisceaux ascendants vers les centres supérieurs. La moelle épinière est aussi considérée comme le centre des réflexes somatifs et autonomes ou végétatifs. Une coupe transversale de la moelle épinière montre que la disposition de la substance blanche et grise diffère par rapport aux hémisphères cérébraux et par rapport au cervelet. On note que la matière grise elle est plus localisée dans le centre, alors que la substance blanche est située à la surface. Ici, nous avons le canal épendymère dans lequel circule le liquide céphalorachidien tout au long de la moelle épinière. Alors, notons que la moelle épinière est là, je ne reviens pas dessus parce que vous l'avez vu l'année dernière et aussi même dans le secondaire, l'arc réflexe. Donc,
notamment la stimulation généralement fait naître un influx sensitif, donc qui achemine directement, qui est relayé via la moelle épinière directement vers le motoneurone, le neurone moteur qui généralement achemine le message efférent pour exercer le réflexe. Donc elle est le centre de réflexe. Lors du réflexe, c'est très rapide. On a un influx sensitif et l'information est directement reliée au neurone moteur qui envoie le message nerveux efférent pour exercer le mouvement réflexe. Alors, donc sur le plan de point de vue anatomique, le nerf rachidien donc est composé par des fibres à la fois sensorielles et des fibres motrices. Donc, chaque nerf rachidien, comme on peut le voir ici, se ramifie en racines postérieures contenant le ganglion spinal et une racine antérieure contenant les fibres motrices. Donc, les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes contenant à la fois les fibres sensorielles qui ramènent les informations sensorielles vers la moelle épinière et les fibres motrices qui passent via la racine antérieure et acheminent via les nerfs rachidiens vers les organes effecteurs. Le deuxième élément important du système nerveux, nous avons le système nerveux périphérique avec les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Alors, sur le plan quantitatif, les nerfs crâniens, on a 12 paires de nerfs crâniens. Ici, c'est le cerveau humain vu face ventrale. Donc, comme on peut le voir, les nerfs crâniens prennent directement origine des régions de l'encéphale. Donc, comme on peut le voir, la plupart des nerfs crâniens sortent, la plupart du tronc cérébral. Donc, on a la première paire, par exemple, des nerfs crâniens, c'est le nerf olfactif en relation avec l'olfaction. La deuxième paire, c'est les nerfs optiques en relation avec avec la rétine et avec le système visuel. Le nerf moteur oculaire, le nerf facial, etc. Donc, ces 12 paires de nerfs crâniens sont nommés d'après la région qu'ils desservent. On trouve donc plusieurs nerfs qui innervent les muscles de visage, du cou, les organes de sens, l'œil, les oreilles, le nez, la bouche. Mais il y a, parmi ces 12 paires de nerfs crâniens, il y a une seule paire, la 10e paire de nerfs crâniens qu'on appelle le nerf pneumogastrique ou le nerf vague, qui est un nerf assez lent qui va descendre même dans la cavité thoracique et abdominale pour innerver les viscères. Notons sur le plan anatomique, donc ces nerfs, on peut avoir parmi ces nerfs crâniens des nerfs qui sont uniquement sensitifs, qui contiennent uniquement des fibres sensorielles, comme le nerf optique. On peut avoir aussi des nerfs uniquement moteurs, donc comme le nerf moteur oculaire commun de l'œil. Ou aussi, on peut avoir des nerfs comme la 10e paire de nerfs crâniens, le nerf vague, qui contient à la fois des fibres sensitives et motrices, donc c'est un nerf mixte. Concernant les nerfs rachidiens, on a 31 paires de nerfs spinaux ou rachidiens. Ils prennent naissance dans la moelle épinière et ils sont nommés d'après le point d'émergence, c'est-à-dire d'où ils prennent naissance. Chaque nerf, comme on l'a vu, est formé d'une racine dorsale sensitive et d'une racine ventrale, comme on l'a vu, motrice. Alors, comme on peut le voir, on a 31 paires de nerfs nommés selon la région où ils se trouvent. Donc, 8 paires de nerfs spinaux cervicaux, 12 paires de nerfs rachidiens thoraciques, 5 paires de nerfs lombaires, 5 paires de nerfs sacrés et le dernier nerf coccygien
qui sort de la partie terminale de la colonne vertébrale. Comme nous l'avons signalé dans le plan de notre cours, on a pour le système nerveux périphérique, donc pour ces nerfs crâniens rachidiens, on a donc des voies sensitives qui font acheminer les informations sensitives vers les centres supérieurs, donc les informations sensorielles provenant des récepteurs. Et selon la localisation de ces récepteurs et la nature du stimulus, on trouve les récepteurs dans plusieurs régions du cerveau. Alors, selon la localisation, on trouve les extérorécepteurs surtout à la surface du corps. Les interorécepteurs, ou ce qu'on appelle aussi les viscérorécepteurs, sont localisés dans la paroi des vaisseaux sanguins et des viscères. Les propriocepteurs se trouvent à l'intérieur du muscle. Ils renseignent sur la position et les mouvements du corps. Selon la nature du stimulus ou le type de stimulus, on a les mécanorécepteurs qui sont très sensibles à tout ce qui est mécanique, le toucher, la pression, la vibration, étirement, etc. Les thermorécepteurs, comme on l'a vu dans la thermorégulation, sont responsables à la température. Donc, on a des thermorécepteurs sensibles au chaud, des thermorécepteurs sensibles au froid. Les photorécepteurs sont sensibles à la lumière. On les trouve dans la rétine, au niveau de l'œil. Les chimiorécepteurs sont sensibles aux substances chimiques, dans le son, aux odeurs, au goût, etc. Et les nocicepteurs sont sensibles à la douleur. Concernant les voies motrices, la voie motrice qui a pour fonction, qui est composée par des voies nerveuses effectrices, acheminant les informations motrices des centres nerveux supérieurs vers les organes effecteurs, qui peuvent être des muscles squelettiques, on a dit, il s'agirait de systèmes somatiques ou des muscles lisses cardiaques ou des glandes, et dans ce cas, c'est le système nerveux autonome. Dans le système nerveux sympathique, comme vous l'avez vu en S4, le point de jonction entre le muscle squelettique et la neurofibre se nomme la jonction neuromusculaire ou la plaque motrice. Dans le système nerveux autonome, on a deux systèmes qui ont des actions antagonistes. Le plus souvent, c'est une action antagoniste, mais complémentaire. Donc, nous avons, comme nous l'avons vu dans l'architecture globale du cours tout à l'heure, le système nerveux sympathique ou orthosympathique, et il y a le système parasympathique. Alors, le système nerveux autonome ou végétatif, son action est involontaire, elle est inconsciente. C'est en relation avec les fonctions vitales, le système cardiovasculaire, la respiration, etc. Alors, sur le point de vue fonctionnel, le système sympathique est un système qui mobilise l'énergie dans les situations dangereuses, dans des situations par exemple de stress, émotion, etc. Il prépare le corps pour se défendre, pour lutter contre le stress, pour lutter contre une émotion, etc. Le système parasympathique, c'est un système, au contraire, qui favorise la détente et l'économie de l'énergie. Il favorise le repos, la digestion et les activités sexuelles. Donc, dans des situations de stress, c'est surtout le système sympathique qui prend le dessus pour préparer le corps à la défense. Dans des situations de repos, c'est plutôt le système parasympathique qui favorise la détente et l'économie d'énergie. Alors, comme rappel, les deux systèmes, vous l'avez certainement vu dans d'autres cours avec les collègues de physiologie animale. Donc, nous avons les deux systèmes avec la grande innervation de tous les organes du corps par le système sympathique et parasympathique. Alors, comme rappel, le lien entre le système nerveux central et les organes, comme on peut le voir, se fait via deux types de neurones, les neurones préganglionnaires et les neurones
postganglionnaire. Donc, pour les deux systèmes, nous avons les deux neurones, les deux types de neurones. Mais remarquez l'allure de ces neurones préganglionnaires qui changent entre le système parasympathique et le système sympathique. Pour le système parasympathique, les fibres des neurones préganglionnaires sont beaucoup plus longues que celles des neurones préganglionnaires sympathiques. Et il y a aussi l'origine de la naissance de ces nerfs sympathiques et parasympathiques qui diffèrent. Au niveau du système parasympathique, les nerfs parasympathiques prennent naissance notamment de la région du tronc cérébral et de la région sacrée de la moelle épinière, avec ici la 10e paire des nerfs le nerf vague, qui est assez long et qui innerve tous les viscères de la cage thoracique et abdominale. Et vous avez ici les nerfs du système sympathique qui prennent naissance dans la colonne vertébrale, donc principalement dans la partie de la moelle épinière. Ils font relais parfois dans la chaîne sympathique pour aller innerver les organes. Donc rappelons que c'est des actions antagonistes entre les deux systèmes pour maintenir l'homéostasie du corps. Un petit résumé pour voir un petit peu sur le plan neurochimique, une différence est à noter entre ces différents systèmes. Rappelons que pour le système nerveux somatique, on a un neurone donc, qui innerve le muscle squelettique et qui forme la jonction neuromusculaire, et le neuromédiateur mis en jeu pour la contraction volontaire du muscle squelettique, c'est l'acétylcholine. Pour le système nerveux autonome, nous avons les deux systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Les neurones préganglionnaires des systèmes parasympathiques, comme on vient de le voir, sont plus longs que ceux du système sympathique. Sur le plan neurochimique, le neuromédiateur mis en jeu dans les ganglions, c'est toujours l'acétylcholine pour le système sympathique et pour le système parasympathique. Mais au niveau des organes effecteurs, on a une différence au niveau des terminaisons nerveuses. Le neuromédiateur mis en jeu dans le système parasympathique, c'est l'acétylcholine qui est libérée tout près des organes, alors que pour les systèmes sympathiques, c'est la noradrénaline qui est libérée dans les terminaisons nerveuses et qui va exercer son effet sur l'organe effecteur. Un cas particulier, la glande surrénalienne constitue un cas particulier. Elle est innervée par le neurone préganglionnaire sympathique qui sécrète dans sa terminaison nerveuse l'acétylcholine, mais les cellules de la médullocérénale sont capables de sécréter l'adrénaline et de la noradrénaline, et vous allez voir en détail ce processus lorsque vous étudierez l'axe corticotrope avec Madame Mamoun. Donc, l'adrénaline, donc l'axe corticotrope, un axe très important dans la régulation du stress. D'une manière très simplifiée, donc nous avons le système nerveux central avec le système parasympathique, le système sympathique. L'acétylcholine est le neuromédiateur mis en jeu au niveau du ganglion parasympathique et au niveau du ganglion sympathique. Mais au niveau de l'organe effecteur, on a l'acétylcholine qui est libérée par le système parasympathique, alors que pour le système sympathique, c'est la noradrénaline qui est libérée au niveau de l'organe effecteur et qui exerce son effet. Alors, dans la dernière partie de ce premier cours, je vais évoquer avec vous quelques éléments de protection du système nerveux central. Et on note qu'il y a 3 éléments principaux. D'abord, les méninges. Les méninges, c'est-à-dire les enveloppes du cerveau, c'est un groupe de 3 membranes qui enveloppent le système nerveux central, c'est-à-dire à la fois l'encéphale et la moelle épinière. La membrane la plus externe qui enveloppe le cerveau se nomme la dure-mère.
La membrane intermédiaire, c'est l'arachnoïde, et la membrane la plus interne, c'est la primaire. Sur cette photo du cerveau de l'homme, on peut noter, alors le cerveau est en place avec l'os crânien. Pone, c'est l'os crânien. La dure mère, comme enveloppe externe, elle adhère directement à l'os crânien. L'arachnoïde, c'est une fine membrane qui adhère directement, qui sous forme, c'est une fine membrane sous forme de toile d'araignée, d'où le nom d'arachnoïde. Elle recouvre donc les hémisphères cérébraux avec les vaisseaux sanguins qui sont en dessous. Et lorsqu'on fait une coupe au niveau de ces enveloppes crâniennes, c'est-à-dire lorsqu'on enlève la dure mère et la couche arachnoïde, on peut voir la primaire, une fine membrane transparente qui recouvre directement le tissu cérébral des hémisphères cérébraux. Alors, nous avons ici l'orientation du cerveau avec le lobe frontal, pariétal, occipital. L'arachnoïde, c'est la membrane donc, qui forme une toile d'araignée donc, qui adhère, c'est entre la primaire et la dure mère. Le deuxième élément qui constitue un élément protecteur du système nerveux central, c'est le liquide céphalorachidien. C'est un liquide qui se rencontre dans les cavités de l'encéphale et de la moelle épinière, qui circule dans le canal épendymère de la moelle épinière, ainsi qu'à la périphérie, à l'intérieur des méninges. Le liquide céphalorachidien, on va voir qu'il est formé à partir de la circulation sanguine des capillaires par des plexus choroïdes qui se trouvent situés dans le toit des ventricules cérébraux. Il circule librement dans le cerveau et il est réabsorbé à la fin au niveau des méninges, notamment au niveau de ce qu'on appelle les villosités arachnoïdiennes. Sa composition est légèrement différente de celle du plasma sanguin et son volume chez l'adulte est d'environ 150 ml. Vous avez certainement vu dans le milieu intérieur la composition en détail de ce liquide céphalorachidien. Alors, comme on vient de le signaler, le liquide étant produit par ces plexus choroïdes qui se trouvent dans le toit des ventricules, ici les ventricules latéraux et le troisième ventricule, aussi au niveau du quatrième ventricule. Alors, ces plexus choroïdes forment le liquide céphalorachidien qui remplit les ventricules et qui s'écoule dans l'espace sous-arachnoïde par des ouvertures au niveau notamment du quatrième ventricule. Donc, on a une ouverture ici au niveau du quatrième ventricule. Une fois que le liquide céphalorachidien remplit les ventricules, il peut sortir et circuler librement au niveau de l'espace sous-arachnoïde entre les méninges. Il remplit ainsi tout l'espace sous-arachnoïdien, formant un coussin liquide, ce qui permet de protéger le cerveau, ce qui permet d'amortir les chocs, par exemple, au moment des traumatismes crâniens. Et une fois, donc ça descend aussi via le canal épendymère et entre les méninges tout au long de la moelle épinière. Et en circulant, il revient donc dans la circulation et il est réabsorbé donc au niveau des méninges, au niveau de ce qu'on appelle les villosités arachnoïdes qui réabsorbent ce liquide céphalorachidien qui crée une circulation en continu de ce liquide céphalorachidien. Le dernier élément qui constitue un élément de protection du système nerveux central, c'est la barrière hémato-encéphalique. En fait, la barrière hémato-encéphalique est un mécanisme sélectif qui concerne les parois des vaisseaux sanguins du cerveau. C'est un mécanisme qui filtre les substances qui peuvent pénétrer dans l'encéphale. Elle est sélective car elle ne laisse passer que les éléments essentiels au cerveau, comme le glucose, comme substrat énergétique très important, l'oxygène.
elle laisse aussi sortir les déchets du métabolisme neuronal. Cependant, les substances solubles dans les lipides, comme l'alcool, la nicotine ou les drogues, ou même les anesthésiques, ils peuvent facilement pénétrer dans l'encéphale, ce qui peut causer des perturbations assez graves chez l'individu. Alors, lorsqu'on parle de barrière hémato-encéphalique, la barrière, c'est la paroi des vaisseaux. Donc, remarquons ici un capillaire de l'encéphale et ici un capillaire normal d'un organe quelconque. Alors, comme on peut le voir, les capillaires des organes périphériques, par exemple, sont des capillaires très fenestrés. Ils contiennent plusieurs des pores, donc le passage est facilité, donc les capillaires sont très fenestrés. Et il y a les substances qui circulent peuvent généralement diffuser à travers les parois capillaires. Par contre, dans le capillaire de l'encéphale, on remarque qu'ils sont très étanches. Donc, les pores sont assez serrés. Et donc, cette barrière hémato-encéphalique empêche plusieurs substances de traverser. Donc, beaucoup de substances qui peuvent traverser les parois capillaires d'autres vaisseaux ne peuvent pas le faire dans les capillaires de l'encéphale. Donc, c'est un mécanisme sélectif qui ne laisse passer que quelques éléments de nutrition pour le cerveau ou aussi laisser des déchets sortir. Donc, on parle de barrière hémato-encéphalique. Alors voilà, je voulais terminer sur ces 3 éléments de protection du système nerveux central. La deuxième séance sera mise à votre disposition la semaine prochaine et concernera les centres de régulation neuro-endocrinienne. On verra l'axe hypothalamo-hypophysaire avec l'hypothalamus neuro-endocrine, l'hypophyse et peut-être même on abordera les noyaux suprachiasmatiques. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.